Je remercie tout d'abord le professeur Yves Coppens et Michel Brunet qui m'ont écrit pour vous inviter à participer à cette rencontre, ce séminaire, et en me demandant de présenter la conte de l'Arago à Tautavel. C'est vrai que Yves Coppens connaissait bien l'Arago, il est venu souvent, et même Michel Brunet est venu très souvent. Je crois que vous êtes venu 5 fois à Tautavel, et je me rappelle que c'est à Tautavel que vous avez présenté un jour votre célèbre découverte de Sahelanthropus tchadensis toumaï, que vous avez présenté dans le grand amphithéâtre de verdure de Tautavel, ce qui avait impressionné les visiteurs qui n'étaient pas forcément des spécialistes, mais il y avait quand même tous les étudiants du chantier de fouilles, car à Tautavel, nous fouillons ce site depuis maintenant, je crois, 54 ans, puisque nous avons commencé les fouilles du site de Tautavel le 1er avril 1964. Et il y a quelques années, nous avons eu la possibilité de fêter le 50e anniversaire du début du chantier de fouilles. Alors Tautavel est situé dans les Pyrénées-Orientales, à 30 km au nord de Perpignan et à 50 km au nord du massif du Canigou, le mont sacré des Catalans. Alors vous voyez la plaine de Tautavel, qui est aujourd'hui couverte de vignes et qui fait des vignes qui font un très bon vin. D'ailleurs, je vous invite à venir à Tautavel, voir le musée, voir la grotte, mais aussi passer dans les caves coopératives. Alors, la plaine de Tautavel est couverte de vignes, mais à l'époque préhistorique, c'était très différent. Il ne devait pas y avoir beaucoup de vignes, il y en avait peut-être quelques-unes, mais il y avait parfois des steppes, parfois des forêts. Et nous avons pu mettre en évidence l'évolution de ces différents paysages. Alors la grotte s'ouvre sur une corniche escarpée, vous voyez, à l'extrémité de la flèche, à 80 mètres d'altitude au-dessus de la rivière, le Verdouble, le Verdouble, qui débouche de gorges étroites et profondes qu'on appelle les gorges des Goulirousses. Et pour aller à la grotte, il faut monter 80 mètres. Vous voyez notre camp de base est situé au bord de la rivière. Et le Verdouble est un affluent de la Glie, l'un des 3 fleuves côtiers du Roussillon. Alors la grotte s'ouvre aujourd'hui à 80 mètres au-dessus de la rivière, mais il est vraisemblable que lorsque l'homme habitait la grotte, elle était située à 65 mètres, car les terrasses qui paraissent correspondre dans l'âge et paraissent correspondre aux principaux dépôts de la côte d'Arago est située à 15 mètres d'altitude. Alors voici la grotte, vous la voyez dans le lointain. Alors autrefois, il y avait des mulets ou des chevaux qui conduisaient les labours pour travailler les vignes. Maintenant, ils ont disparu. C'est remplacé par des appareils automatiques. Mais la grotte, vous voyez, s'ouvre dans une corniche escarpée. Et ça, c'est une vue de la grotte. Alors la grotte, à l'époque préhistorique, était différente, car l'ouverture était beaucoup plus à droite, c'est-à-dire plus à l'est, mais une partie du porche s'est effondrée. D'ailleurs, nous avons fait des études très détaillées pour montrer le recul progressif du porche à la fin des temps quaternaires. Alors, voici une photo qui a été prise avant les fouilles, en mai 1963, la première fois où nous sommes venus visiter cette grotte. Alors, elle était remplie de gros blocs effondrés sur le sol, une végétation qui poussait dans la grotte, et l'érosion avait dégagé beaucoup d'ossements et d'outils qui gisaient en surface. Alors, nous les avons récupérés, transportés à Marseille, où était à l'époque notre laboratoire. Nous avions pensé que c'était une industrie archaïque, une faune archaïque, et nous avions proposé une date de 200 000 ans. Enfin, c'est maintenant, on sait que c'est beaucoup plus ancien. Or, on a ouvert des chantiers de fouilles. Je vous ai dit que le premier chantier de fouilles a débuté le 1er avril 1964, et ça, ce sont des fouilles qui sont poursuivies chaque année. C'est un de nos derniers chantiers de fouilles. Alors, le sommet du remplissage que vous pouvez voir, que vous pouvez apercevoir, est de date de 100 000 ans. Et la base, le sol chanché d'ossements, qui est au premier plan, date de 580 000 ans. Mais ce n'est pas le rocher. Alors, pour connaître le remplissage de cette grotte, nous avons organisé toute une série de carottages, depuis l'entrée jusqu'au fond de la grotte. Et dans le fond de la grotte, il y a un dépôt de 16 mètres d'épaisseur pour arriver jusqu'au rocher.
du sommet du remplissage au sol rocheux de la grotte, il y a 16 mètres d'épaisseur. Nous avons aussi organisé de nombreuses prospections, des prospections radar, des prospections sismiques, des prospections électriques pour reconstituer le volume de la grotte, connaître ses dimensions. Alors voici, nous voyons par exemple ici la base, le rocher, et vous voyez qu'on a fouillé ce qui est dessiné, c'est les coupes stratigraphiques, nous avons fouillé qu'une partie infime de ce remplissage. Il y a 54 ans de fouilles, et il faudra, et sans compter le fond de la grotte, mais rien qu'à l'entrée de la grotte, 54 de fouilles, nous n'avons fouillé qu'une partie infime du gisement. C'est une réserve archéologique extraordinaire. Il faudra sans doute plusieurs générations pour arriver à l'achever. Nous avons fait aussi des prospections dans le massif et nous avons pu mettre en évidence qu'il y avait autour de la côte d'Arago, que vous voyez qui est en rouge, qui est autour de la côte d'Arago, il y a des cavités qui sont entièrement remplies, qui sont en bleu. Alors on ne sait pas s'il y a de matériel archéologique dedans, mais pourquoi pas. Alors les coupes, je vous ai dit 400 mètres de coupe, ça c'est une petite portion de la coupe, mais nous avons par exemple plusieurs niveaux. Ici, vous avez d'abord ici un sol qui est daté de, vous verrez tout à l'heure, mais je vous les présenterai, un sol ici qui est daté de 500 000 ans et qui correspond à une période chaude où il y a surtout du cerf et du daim. Ici, un sol très riche que nous appelons l'unité archéologique G. C'est dans ce niveau qu'on a trouvé la plupart des restes humains, qui date de 450 000 ans, qui correspond à une période froide. Là, des couches assez pauvres. Puis là, une couche assez riche qui date de 430 000 ans. Et puis un sol ici qui s'appelle le sol E, l'unité archéologique E, qui date de 420 000 ans, 430 000 ans. Puis au-dessus, il y a un plancher stalagmitique qui est bien daté de 400 000 ans. Alors ce remplissage est complexe car nos études géologiques, sédimentologiques, pétographiques, météorologiques, micromorphologiques, l'étude de la succession climatique ont pour but de comprendre l'origine des sédiments qui sont vus dans la grotte. Il y a des sédiments qui viennent du plateau, qui ont été amenés dans la grotte pendant des périodes humides, des sédiments qui viennent de la vallée, mais il n'y a jamais la rivière des montées jusqu'à la grotte. C'est des sédiments qui ont été transportés par le vent à l'intérieur de la grotte. Et puis, donc, l'origine des sédiments, les phénomènes qui ont mis en place ces sédiments, et puis leur évolution géochimique. Et là, vous voyez une grande poche décarbonatée. Vous voyez que les sols se continuent, mais ici, les calcaires ont disparu. Tous les calcaires ont disparu. Les argiles ont été attaquées, ont libéré des ions aluminium. Les pierres ont été décarbonatées, ont libéré des ions calcium. Les ossements ont été décarbonatés aussi et détruits. Ils ont libéré des ions phosphore. Et puis, il y avait des matières organiques en surface, en particulier du granodiotchourie. Les eaux d'infiltration ont pénétré et ont transformé. Il y a eu toute une évolution géochimique extraordinaire, avec d'abord l'apparition d'apatite rubanée, et puis plus tard, c'est-à-dire de phosphate calcique, et puis après des phosphates alumineux comme la crandallite. Voici des niveaux. Alors, vous voyez certains niveaux très riches. Ici, vous avez le sol G qui date de 450 000 ans. Il y avait au-dessus le sol F qui datait qu'on voit au fond là, qui date de 450 000 ans. Un niveau à Cerf qui date de 500 000 ans. Un niveau à Rennes qui date de 550 000 ans. Alors, tous les objets trouvés à la côte de l'Arago ont été coordonnés dans les 3 dimensions de l'espace. Sur cette coupe, vous voyez, on fait des coupes stratigraphiques tous les mètres, dans le sens transversal, dans le sens longitudinal. Et là, vous voyez en bleu, ce sont les outils taillés, en jaune, les ossements, en vert, les schistes, en orange, quand il y en a, les restes humains. Alors, chaque objet est coordonné. Et on peut faire des projections de ces objets tous les 10 cm. Nous avons coordonné et porté sur plan actuellement 400 000 objets dans la côte d'Arago. Ce sont les ossements, les outils taillés et les pierres. Alors ça, c'est une coupe transversale de la grotte. Vous voyez ici le sol E, par exemple, qui date de 440 000 ans, le sol F qui date
non, 420 000 ans, le sol F 440 000 ans, le sol G 450 000 ans, le sol I ici, puis le sol L qui date de 550 000 ans, ici le sol Q qui date de 480 000 ans. C'est une coupe transversale. On peut aussi faire des coupes longitudinales. On a des coupes longitudinales tous les mètres. Et vous voyez ici les sols. Alors, il est évident qu'à l'origine, les sols étaient horizontaux, mais il y a eu une flexure syngénétique du remplissage qui les a plissés. Il y a aussi, après que ces dépôts étaient consolidés en brèche, un phénomène de translation verticale. Voici la même coupe, mais les objets sont projetés. Alors, on a des projections tous les 10 cm dans le sens transversal et tous les 10 cm dans le sens longitudinal. C'est une base de données très très importante, car chaque objet, chaque point, il y a entre 30 et 300 attributs enregistrés. Alors voici une coupe stratigraphique synthétique du remplissage. À la base, un plancher stalagmitique qui date de 700 000 ans et qui correspond à une période tempérée. Les pollens indiquent une chaînée mixte. Puis, des dépôts argileux apportés par le ruissellement. Le cortège pétrographique et minéralogique indique qu'il s'agit de sédiments arrivés du plateau, donc une période humide apportée par le ruissellement. Et c'est une période humide, mais très froide, car il y a les pollens, c'est du sapin, du bouleau, du hêtre. Puis au sommet, toujours des argiles, mais la forêt a changé et c'est une chaînée mixte, donc un climat tempéré. Alors 700 000, 650 000 et le sommet 600 000 ans. Et puis ici, on a des dépôts sableux qui viennent de la plaine d'Hautavelle qui ont été apportés par le vent. D'ailleurs, on a fait des projections, des analyses dans le centre de la météorologie nationale à Toulouse, et on a modélisé différents types de vents. On s'est aperçu que c'était une paléotramontane qui soufflait du nord-ouest et qui était très violente, car le poids des graines de schiste sériciteux apportés par le vent indique que c'était un vent qui devait souffler à plus de 130 km de moyenne. Et la faune est très... Alors donc, les pollens vont très bien. Il y a moins de 15% de pollens d'arbres, donc une steppe désolée, balayée par une puissante tramontane. Et la faune, c'est du renne, du cheval, du bison et du rhinocéros. Puis ici, de nouveau, c'est des niveaux qui datent de 500 000 ans. Et puis, au-dessus des dépôts argileux, qui datent, ici, de 550 000 ans. Puis au-dessus des niveaux argileux, qui viennent du plateau, qui ont été amenés par le ruissellement. C'est une période tempérée. Les pollens indiquent de nouveau, c'est plus une steppe, c'est une chaînée mixte. Et la faune, c'est surtout, essentiellement, du cerf et du daim. Donc on passe d'une faune froide, avec dominance du cheval, du renne, du bison, du rhinocéros, à une faune tempérée, avec dominance du cerf et du daim. Puis de nouveau, une période froide qui est très importante, un dépôt assez important, avec des sables qui viennent toujours de la vallée et qui ont été apportés dans la grotte par le vent. L'étude des pollens indique qu'il y a 20% à peu près de pollen d'arbres, c'est-à-dire une steppe arborée, moins désertique que cela, mais la faune est très froide. Il y a du cheval, dominance du cheval, du renne, du bison, mais aussi un animal extraordinaire qu'on ne s'attendait pas à trouver là, du bœuf musqué. Ce bœuf musqué, Ovibos moscatus, archaïque quand même, qui est différent un peu différent du bœuf musqué actuel, mais c'est le site le plus méridional de toute l'Eurasie où a été découvert du bœuf musqué. Puis un nouveau plancher stalagmitique, il a de 400 000 ans. Et alors à ce moment-là, la grotte était pleine, fermée, et la porche n'était pas encore écroulée, la grotte devait évoluer en vase clos, il n'y avait plus d'argile sur le plateau, et donc il n'y a plus tellement de sédiments qui sont arrivés dans la grotte,
mais il y a une série de planchers stalagmitiques empilés de 400 000, qui est très important d'ailleurs, très épais, de 320 000 ans, de 250 000. Enfin, le dernier plancher stalagmitique, qui est au sommet du remplissage, a un âge compris entre 120 000 et 100 000 ans. Et la Cône d'Arago est un site où on a fait un très effort de datation, et actuellement, nous disposons de 600 datations sur le remplissage de la Cône d'Arago, qui ont été faits non seulement en France, en particulier à l'Institut de paléontologie humaine, mais dans beaucoup d'autres laboratoires du monde entier. Voici une vue de la grotte et du chantier de fouilles, avec les dates des sites. Alors, ça permet de bien replacer le site de l'Arago. On peut dire que les niveaux de l'ensemble stratigraphique 3, qui sont les bien connus, datent de 450 000 ans. Et le solché, en particulier le crâne de l'homme total, a été trouvé dans ce niveau. Ici, l'ensemble stratigraphique 2, où domine le cerf et le daim, qui date de 500 000 ans. Et ici, l'ensemble stratigraphique 1, qui est une période froide. On n'a pas encore fouillé les niveaux les plus bas et on connaît peu les niveaux les plus hauts. Mais on peut replacer les grands sites de la région, en particulier le site de Terramata qui date de 400 000 ans, ou les sites du Lazaret qui datent du stade isotopique 6 ici. Entre le Lazaret a un âge compris entre 120 000 et 190 000 ans. Alors voici la fouille. Alors ici on est en train de dégager, de mettre au jour ce qu'on appelle l'unité archéographique J, qui date de l'ensemble stratigraphique 2 et qui a été daté de 500 000 ans. Et tous ces ossements que vous voyez, c'est surtout du cerf et du daim. Alors, je vous montre un autre niveau, un niveau très ancien. C'est le niveau qu'on fouille actuellement. D'ailleurs, il y a quelques jours a été trouvée une nouvelle dent humaine dans ce niveau, ce qui porte ce site dans ce site à 150 restes humains. 150 restes humains. Alors, vous voyez, c'est un niveau qui est très difficile à fouiller car c'est un empilement d'ossements. Ici, c'est un niveau un peu plus récent qui date de 550 000 ans. C'est un sol d'un campement de chasseurs de rennes. Et sur ce sol, 95% des ossements, c'est du renne. Alors, si on prend un peu de sédiments, on s'aperçoit que ce sont des sables qui viennent de la rivière, qui ont été apportés par le vent dans la grotte. L'étude des pollens montre qu'il y a moins de 15% d'arbres. Et l'étude des faunes montre que c'est surtout du renne et un petit peu de cheval. Et l'âge des animaux qui ont moins de 2 ans, et du jeune, permet de dire que c'est une occupation, une sol d'occupation qui est d'automne, qui date qui a moins d'un mois. Voici une vue de ce sol d'occupation que nous appelons l'unité archéostratigraphique L. Voici de Rennes, c'est 2 individus différents. D'ailleurs, il y a un jeune et un adulte. Alors, l'étude des os, la bois de rennes femelles, l'étude de la répartition des ossements nous permet d'avoir une bonne idée des méthodes de dépeçage, de mise en quartier des animaux. Voici ici les colonnes vertébrales de rennes dont les vertèbres sont restées en connexion anatomique. On voit qu'on a enlevé les côtes. Et on trouve cette association de quelques vertèbres de la colonne vertébrale, toujours en connexion anatomique. C'était une façon de débiter les carcasses. Alors l'étude des sédimentologiques, bien sûr, mais aussi l'étude des pollens, l'étude des faunes, permet de reconstituer le paysage. Un paysage dans la plaine de Tautavel, il y a 550 000 ans, avec, vous voyez, quelques sapins. Alors, bien sûr, au début, on se posait le problème, comment se fait-il que dans la Cône d'Arago, il y ait surtout du sable qui proviennent du massif des Corbières et qui sont les mêmes sables qu'il y a dans la plaine du Verdouble et dans les plaines avoisinantes. Alors, c'est ainsi qu'on a fait une maquette à l'échelle 1/100e de la région, sur 200 km de côté, et on l'a immergé dans la veine hydraulique du centre de la météorologie nationale pour voir les positions du vent. Alors, vous voyez
la cône de l'Argot est ici. Et quand le vent souffle du nord, le vent pousse là, mais là, il y a des tourbillons qui arrachent le sable dans la vallée et qui le remplissent la grotte. D'ailleurs, c'est des techniques qu'utilisent les... Quand on construit un aéroport, on étudie la direction des vents pour savoir comment il faut orienter les pistes. Alors là, on change de niveau. Ce sont des dépôts qui datent de 500 000 ans. Alors on va prendre un peu de terre de ces sédiments, mais ce n'est plus du tout des sédiments qui viennent de la plaine d'Hautavel, ce sont des sédiments qui proviennent du plateau. C'est des argiles, un cortège phytographique et minéralogique indique que ce sont des argiles du plateau, donc un climat humide avec des ruissellements qui apportent d'importance aux argiles. Et tous les ossements que vous voyez là, c'est plus du renne, c'est plus du cheval, c'est du cerf et du daim. Voici une mandibule de cerf, par exemple, sur le sol d'occupation. Ici, vous avez un bois de cerf en cours d'égagement. Alors, l'étude des pollens, l'étude des pollens montre qu'il y avait une forêt, une chênée mixte, avec du chêne blanc, de l'orme, du... Alors, ça permet de reconstruire le paysage. On trouve aussi du daim, des ossements de daim, ce qui permet de reconstituer le paysage, une forêt avec des animaux de forêt. C'est un climat chaud et tempéré. Et puis, après le départ des hommes, il y a des ours qui sont venus s'installer dans la grotte pour hiberner. Et on a trouvé, par exemple ici, vous voyez un crâne d'ours, sa mandibule. Ici, les os d'ours sont entiers, ils sont cassés sur place pour le poids des terres, mais ils n'ont pas été ouverts pour prendre la moelle. On en trouve parfois qui ont été consommés. Voici le maxillaire d'ours. On trouve aussi des niveaux où il y a plusieurs ours côte à côte. Ils devaient devenir, ils sont morts pendant leur sommeil. Et on a souvent fait des prélèvements sous les os ciliaques de l'ours et on a trouvé des parasites de l'ours. Ici, dans le Solché, c'est un nouveau niveau qui est encore plus haut, qui date de 450 000 ans. Et vous voyez un grand bloc qui vient de l'extérieur de la grotte. On était quand même, actuellement on n'est pas très loin de l'entrée, mais à l'époque, depuis le porche a reculé et on était à une certaine distance de l'entrée de la grotte. Et ce bloc de pierre provient de l'extérieur, d'ailleurs des petits trous sur la surface de la pierre avec une petite salle en bas du trou, petite cavité qui correspond à des racines de lichen. Et les hommes allaient chercher des blocs à l'extérieur pour servir d'enclume et des galets qui ramassaient dans la rivière au pied de la grotte pour servir de percuteurs. Et là, des ossements de chevaux qui ont été brisés pour extraire la moelle. On voit très bien le galet avec les stigmates de percussion. Vous voyez les galets aussi qui ramassaient sur ces sols d'occupation. Alors la faune, il y a alors je voulais pas vous montrer la faune par niveau, mais les principales espèces, le cheval, un cheval de très grande taille qu'on appelle l'ours de l'Equus Caballus mosbacensis, le cheval de Mosbach, qui était très robuste. Ici, des ossements de mandibules de bison, un bison de très forte taille, le bison des steppes, comme de l'Argot est ici. Le rhinocéros, c'est un rhinocéros de prairie, et rhinocéros hemithicus. Le mouflon. Le mouflon est présent presque toujours. Les hommes devaient utiliser la grotte d'Argot qui est perchée pour aller chasser ces animaux de rocher. Oui, c'est les falaises qui enserrent la plaine de Hautavel comme dans un écrin devaient être peuplées par ces animaux de rocher. Et les hommes ont fréquenté la grotte à toutes les époques. On trouve du mouflon. Et puis, vous voyez, c'était un animal extraordinaire. Quand on l'a trouvé, on se demandait ce que c'était que ce crâne. Et finalement, on s'est aperçu que c'était du bœuf musqué, un animal qui vit actuellement au-delà du cercle polaire. D'ailleurs, ça nous a posé un problème quand on l'a trouvé, parce qu'on a dans le laboratoire, dans nos équipes, les gestions qui étudient la faune,
disait bœuf musqué, renard polaire, c'est un climat arctique. Puis Madame Mikoski, qui étudiait les pollens, disait c'est un climat froid. Il y a surtout de la steppe, il n'y a pas beaucoup d'arbres, mais il y a quand même une steppe méditerranéenne. Il y a des lentisques, des pistachiers. Alors ça n'allait pas, ils se disputaient. Finalement, en étudiant les acides gras, on s'est aperçu que la chaîne des acides gras du bœuf musqué de Tautavel est différente de la chaîne d'acides gras du bœuf musqué actuel et que leur écologie était un peu différente. Et c'est normal. Actuellement, là où vit le bœuf musqué, il y a 6 mois de jour, ce qui suit 6 mois de nuit, alors qu'à Tautavel, même pendant une période froide, le jour se levait tous les 24 heures. Alors, l'étude des faunes dans les différents niveaux permettent de mettre en évidence des niveaux où les animaux viennent du nord, avec le bœuf musqué, le renne, des niveaux où ils viennent plutôt de l'est, l'Europe centrale, ou des niveaux où ils viennent des régions méditerranéennes. Et il y a un balancement des faunes en fonction des climats. Et l'intérêt exceptionnel du site de la Condrago, c'est de mettre en évidence qu'il y a des cycles climatiques de 100 000 ans. Et des cycles climatiques avec des périodes froides qui durent un peu plus longtemps. Je dis 80 000 ans, mais enfin, ça dépend où on met la limite, entre 50 000 et 80 000 ans. Et des périodes chaudes qui durent entre 50 000 et 20 000 ans. Enfin, je dis, moi, volontiers, période froide 80 000 ans, période froide période tempérée 20 000 ans. Hein? Alors, actuellement, d'ailleurs, on vit dans une période tempérée qui a dû buter 8 000 ans avant notre ère, ça fait 10 000 ans depuis maintenant, vous savez que vous avez encore 10 000 ans. Si vous avez des actions du tunnel sous les Manches, vendez-les avant 10 000 ans. Alors voici des projections verticales d'objets. On fait des projections pour permettre de mettre en évidence les sous. Et là, vous voyez la position du crâne de l'homme de Tautavel. Et ces projections nous permettent aussi de reconstituer les sols d'occupation. Alors ces sols d'occupation étaient à l'origine horizontales, mais le poids des terres, la flexion des ciments, leur a donné des formes de chaque sol. Alors actuellement, on a pu mettre en évidence 56 sols d'occupation différents. Mais il est évident que certains d'entre eux, même beaucoup d'entre eux, doivent être des palimpsestes et doivent correspondre à plusieurs niveaux, à plusieurs périodes d'occupation qu'on n'a pas pu séparer. Alors voici, c'est fait par ordinateur, les niveaux des différents niveaux qui repassent par les coupes. Ouais. Mais alors, vous voyez, ici, c'est très fléchi. Alors ce qui est intéressant, c'est de constater que les niveaux du bas sont très creux, en forme de cuvette, alors que les niveaux du haut sont plus horizontaux, c'est que la flexure est génétique des remplissages et c'était fait au cours du temps. Et après cette flexure, l'ensemble des dépôts qui avaient été consolidés en brèche ont été transférés vers le bas. Alors si on peut en faire des plans, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, ça c'est le plan d'un des sols d'occupation, mais vous voyez que les ossements sont surtout à gauche. Il y a beaucoup plus d'ossements à gauche qu'à droite. Ici, c'est que des zones qui ont été décarbonatées. Il n'y a plus d'ossements, il n'y a plus que des outils taillés qui sont siliceux. Des racloirs, des denticulés, des bifaces, mais en roche siliceuse. Alors que là, ce n'est pas décarbonaté, et là non plus. Et vous voyez que les ossements sont sur la grotte. C'est le seul endroit, la partie, ce côté-là de la grotte, où le soleil peut pénétrer le matin au lever du soleil. Il y a un rayon de soleil. Alors pendant les périodes froides, ça correspond à une période froide d'ailleurs, pendant les périodes froides, on peut imaginer que les hommes, quand ils vivaient dans la grotte, se tenaient là où le soleil arrivait le matin. Alors l'industrie, je voudrais vous montrer un peu d'industrie quand même. Alors c'est des bifaces. Il y a des bifaces extraordinaires. Vous voyez comme ce biface qui est en quartzite, de bonne qualité, qui est pointu, avec 2 bords latéraux parfaitement symétriques. Il est très soigné. Alors c'est un outil fonctionnel, mais c'est plus qu'un outil fonctionnel. Il a une forme abstraite qui correspond à un modèle. D'ailleurs, c'est très intéressant de comparer les bifaces dans différentes civilisations, des cultures à bifaces. Je ne sais pas si on peut les appeler HLM, mais en Chine ou en Europe ou en Afrique,
Mais la forme générale du biface correspond à un modèle abstrait. Par exemple, en Chine, dans le bassin de Bose, on fait des bifaces, l'extrémité est très mince, la base est très épaisse, et l'extrémité est arrondie. C'est pour ça qu'on les appelle des bifaces linguiformes. Alors, la plupart de ces bifaces ont un rapport de 1, entre la longueur et la largeur, un rapport de 1,6. C'est peut-être fortuit, c'est une pensée de l'homme. C'est un 6, vous savez, c'est le nombre d'or. Alors, il y en a d'autres qui sont différents, comme celui-là que j'ai aperçu tout à l'heure sur un dessin qu'on appelle Durandal, que nous avons appelé Durandal parce que nos collègues espagnols en ont baptisé un d'Escalibur, alors on n'a pas voulu être en reste. C'est un biface en cornéenne, c'est-à-dire un schiste métamorphisé. Et ces schistes métamorphisés, quand ils sont frais, qu'ils ne sont pas altérés, ils sont noirs de jet avec des reflets métalliques. Il n'y a pas de cette roche dans la plaine totale, il fallait aller chercher loin. Hein, et ce n'est pas parce que cette pièce est très symétrique, parfaitement symétrique, avec des bords légèrement scellés, bien retouchés, bien soignés, sur une roche de belle couleur qu'elle est plus fonctionnelle. C'est manifestement l'émergence du sens de l'esthétique, le goût du travail bien fait. L'homme est un créateur de beauté. Des choppers, des fois un galet sur lequel une arête tranchante est aménagée ici par 3 enlèvements. Des choppers très lourds, celui-là pèse, je crois, 8 kg ou 7 kg 500. Hein. Si un jour vous avez à dépecer un bison ou un bissanglier, taillez un galet, faites un aménagement et ça marche très bien. D'ailleurs, quand on a fêté, peut-être certains d'entre vous étaient là, le 50e anniversaire de l'ouverture du chantier de fouille, j'avais invité les anciens fouilleurs à venir. Il y en avait beaucoup qui sont venus, il y avait 400 qui sont venus. Ce n'était pas beaucoup par rapport à l'ensemble, parce que je crois qu'il y a plus de 4500 anciens fouilleurs. Mais 450 sont venus, et j'avais commandé bison, qu'on a fait cuire à la broche. On avait un peu triché, parce que Totavel n'avait pas encore domestiqué le feu. Et j'avais interdit de prendre des assiettes, des fourchettes et des couteaux. On avait taillé des outils, fait des choppers, taillé des lames. Pour découper, ça marche très bien. Alors, des boules polyédriques, polyèdres. Alors, à quoi ça servait? Alors, on a plein d'hypothèses. Est-ce que c'est un nucléus? Il n'y a pas d'éclats qui peuvent être utilisés, des débitage. Est-ce que c'est un percuteur? Mais on ne voit pas pourquoi on aurait passé des centaines d'heures de travail pour faire un percuteur. On a dit que c'était des bolas, mais bolas, on ramasse un galet et on n'a pas besoin de le tailler. Et puis, certaines sont assez lourdes. Il y en a qui pèsent 300 ou 400 grammes. Alors, 2 bolas de 400 grammes réunis par un lasso pour jeter autour des pattes d'un cheval, je vois mal comment on pourrait lancer. Les Argentins ramassent un galet et le réunissent par un lasso et un galet de petite taille. Alors, on peut se demander à quoi ça servait, et si on se demandait si ce n'est pas des objets symboliques. Alors, ça, c'est l'outil multiple, c'est l'outil le plus courant qu'on arrive au Totavel. On pourrait, je crois que Jean-Marie Le Tosseur l'appelle un couteau suisse. En effet, là, vous avez un racloir, on ne voit pas bien les retouches. Hein. Ici, c'est une coche lactonienne, et ici, c'est un denticulé. Alors, bien sûr, ce n'est pas des objets très spectaculaires. Et certains visiteurs qui viennent disent « Oh, des cailloux comme ça, j'en ai plein de mon jardin. » Mais enfin, ça obéit, quand on a l'expérience de la taille, on sait que ça obéit à la mécanique des roches et on reconnaît ce qui est taillé et ce qui n'est pas taillé. Puis alors, des fois, il y en a qui sont sur des plus belles roches. Ça, c'est du silex. Ce silex, c'est un denticulé qui a été taillé sur un silex de l'Oligocène de la région du bassin de Bages-Sigean, à 25-30 km au nord-est. Et les hommes allaient chercher régulièrement du silex dans le bassin de Bages-Sigean à 30 km au nord-est. Là, vous savez, 2 autres denticulés, une pointe denticulée. Et puis, parfois, ils allaient à 30 km au sud-ouest, dans la vallée de la Tête, près de Prades, pour chercher du jaspe, pour faire des beaux outils, du jaspe. Hein. Et vous voyez, une belle pointe en jaspe. Hein. Et les hommes préhistoriques vivaient sur un territoire de 30 km de rayon autour de la grotte. On ne trouve pas de roches qui viennent de plus loin.
c'est le maximum de distance. Au Lazaret, c'est la même chose, sauf quelques pièces exceptionnelles qui viennent de plus loin, de 60-110 km. Mais à Tautavel, on n'a jamais trouvé de roches qui peuvent venir de plus loin que 30 km. Et les hommes vivaient sur un territoire, donc autour de la grotte, de 30 km de rayon, ça fait 60 km aller-retour. C'est ce qu'un bon marcheur peut faire dans une journée. Je vous rappelle que les armées de Napoléon faisaient 60 km par jour, et même en marche forcée, 80 km par jour. Alors voici l'idée de ce territoire. Alors on a fait comme ça des plans des aires de circulation pour chaque niveau. Alors des restes humains, alors l'intérêt de Condorgo, c'est d'avoir livré, c'est rien à côté de la Chimère des Os, où il y a plus de 3500 restes humains. Mais enfin, on a trouvé maintenant 150 restes humains dans la Condorgo. Alors ça, c'est une mandibule, vous voyez, elle était écrasée sous 2 galets. Vous voyez, là, on a enlevé les galets, et voici cette mandibule. Une mandibule qui n'a pas de menton, avec une branche montante très large et verticale. Et puis une autre mandibule qui est beaucoup plus robuste que la précédente, qui n'a pas de menton aussi, un corps assez bas, une branche montante bien verticale. Alors c'est un individu jeune, un Jéhu qui devait avoir une vingtaine d'années, parce que la troisième molaire n'est pas du tout usée, alors que la première est trop robuste et très usée, et elle est attribuée à un individu âgé, alors que celle est un individu jeune, de 20 ans, 18 ans. Et la différence de taille entre les deux types de mandibules permet de dire qu'il y avait un important dimorphisme sexuel. Cette mandibule a appartenu à un individu de sexe masculin, alors que la mandibule précédente a appartenu à un individu de sexe féminin. Alors là, cette photographie a été prise le 22 juillet 1971 dans l'après-midi. Car le 22 juillet 1971, à 15h de l'après-midi, j'étais dans la grotte, à l'entrée de la grotte, et on m'appelle et on venait de trouver une dent. Puis après, on en a trouvé une deuxième. Et ces deux dents, s'il s'agit d'une première et d'une deuxième molaire supérieure gauche. Alors on peut se dire qu'elles sont allées en connexion atomique, peut-être qu'il y a la suite. Alors on va essayer de continuer à travailler et on va essayer de voir s'il n'y a pas les dents du côté droit ici. Alors 22 juillet 1900 à 15h après-midi, vous voyez, c'est la date de naissance actuelle de l'homme de Tautavel. Vous savez, j'ai 4 enfants et 13 petits-enfants. Bien, c'est le seul dont je connais l'âge de naissance. C'est mon 5e enfant. Voici, alors, et oui, vous voyez, on a trouvé les molaires droites. Alors là, ce coup-ci, c'est une troisième et une deuxième molaire supérieure droite. Alors on va continuer le dégagement, et au bout de quelques jours, vous voyez, avec une fraise de dentiste, c'est ma femme qui a assuré le dégagement. Et voici le crâne de l'homme Tautavel. D'ailleurs, là, quand ma femme a assuré le dégagement, c'était 3 mois avant l'accouchement de mon dernier enfant. Et elle montait tous les jours à la grotte à 80 mètres de hauteur. Attendez, je m'excuse, il y a le téléphone qui sonne, je ne sais pas si d'abord. Voici, au bout de... On l'a trouvé donc le 28 juillet 1911 et on l'a enlevé le 13 août. Le 13 août. Et alors là, vous voyez, il repose sur la voûte, le maxillaire supérieur en l'air. Il y avait un éclat taillé à l'intérieur de la cavité crânienne. Et vous voyez la suture frontopariétale, entourée d'ossements de cheval, de bison, de bœuf musqué, de rhinocéros et de nombreux outils. En particulier, il y avait une mandibule de lion juste à côté. Et c'est peut-être fortuit, mais on a souvent trouvé des restes à Condorgo, des restes humains à côté de restes de lion. Alors voici, il a été sorti, voici la face. Puis, quelques années après, on a eu la chance de trouver ce pariétal. Il est recouvert par
colonne vertébrale de cheval, par un bois de cerf, etc. Alors ce pariétal, vous voyez la face externe, la face endocrânienne, et avec une très forte crête temporale, et avec un torus angularis ici. Alors, le jour qu'on est allé le chercher, j'étais allé chercher le crâne, c'était 8 ans après, le crâne à Marseille où il était conservé, et on s'est aperçu que ça raccordait parfaitement avec le frontal. Et on voit la crête temporale ici. Voici de vue de profil. Et voici alors le mien, c'est pas sa mandibule, d'ailleurs elle est trouvée dans une autre couche, mais elle va très bien, ce crâne va très bien avec la mandibule la plus robuste. Alors ce crâne se caractérise par un puissant bourrelet au-dessus des orbites, une dépression, le crâne de bas, une très forte crête temporale, un très important rétrécissement post-orbitaire et une capacité crânienne de 2100 cm3. Voici l'endocrâne. On voit bien l'artère méningée moyenne. Et le prince de Monaco était venu il y a quelques années voir son ancêtre. Et puis ma femme on a trouvé plus tard une autre mandibule humaine. Vous la voyez là. Alors on pose sur le bout. On a au total 5 mandibules à la Condarago. Et voici, c'est une mandibule d'une charmante jeune fille, parce que la troisième molaire n'est pas encore sortie, elle n'est pas encore au niveau de l'arcade dentaire. Oui, elle est encore en cours de soin. Et la partie antérieure de la mandibule est arrondie, bien convexe, contrairement à la mandibule de Moher, dont la partie antérieure est horizontale, comme chez les Néandertaliens. Ce qui fait dire à ma femme que c'est différent de la mandibule de Moher. Une autre mandibule, ah non, c'est la même. Puis un os iliaque en place ici. Un os iliaque qui avait une cavité cotyloïde très ovalaire, comme celle d'Agon du Prince, comme les cavités coïdes des os iliaques trouvés à Cobifora ou à Haut-du-Haye. Puis on a trouvé des restes humains, des holos, mais on ne trouve pas n'importe quoi pour l'homme. Par exemple, quand on trouve du mouflon, quand on trouve du renne, quand on trouve du cerf, il y a tous les ossements du squelette. Il y a quelques crânes, quelques mandibules, mais il y a beaucoup plus de côtes, beaucoup plus de vertèbres, beaucoup d'os du carpe ou du tarse, beaucoup d'os du métatarse ou du métacarpe, beaucoup de phalanges, de phalangines, de phalangettes. C'est normal, on en a beaucoup plus. Pour l'homme, on trouve des restes de crâne, des restes de mandibules, et uniquement des os longs, en particulier des fémurs. Ce qui nous fait dire que, si on regarde sur ces os, ils ont des cassures sur os frais, cassures lisses, qui ont été cassées volontairement, des stries de découpage, qui ont été consommés, mais pas dans le même but que les morceaux d'animaux. Alors que pour les animaux, la consommation était alimentaire, et ici, c'est plutôt un cannibalisme rituel. Voici, vous voyez ce fémur, vous voyez des stries, il y a beaucoup de stries de découpage, et une cassure sur os frais. Là aussi, vous voyez un os humain, cubitus, avec beaucoup de stries de découpage. Donc, à la Condarago, la relative abondance des os humains, c'est sûr, ça n'a rien à voir avec le nombre des ossements d'animaux, mais la relative abondance d'os humains, qui présente presque toujours des stries de découpage, même il y en a sur le crâne aussi, montre qu'il s'agit d'un cannibalisme, mais le fait que ces restes humains soient sélectionnés, qui est certaines parties du corps, nous permet de penser qu'il s'agit d'un cannibalisme rituel. On devait vouloir s'approprier les forces physiques et psychiques d'un défunt. Alors, la place de l'Ontotable, c'est intéressant. Vous voyez, les Néandertaliens sont ici. Les cavités, je vous montre qu'un schéma, mais c'est les cavités, la capacité crânienne.
Ici, vous avez les Homo habilis. Ici, Manici. Ici, Ergaster. Ici, les Homo erectus. Et l'arago est ici, beaucoup plus bas que les Néandertaliens avec les autres Homo erectus. Homo habilis, Manici, Ergaster, Homo erectus et Néandertal. C'est un arbre généalogique parmi beaucoup d'autres, hein, où on place la place de l'homme Tautavel dans l'évolution humaine. Et voici l'homme de Tautavel, reconstitué. C'est une reconstitution d'Elisabeth Dehn à partir des documents, des ossements que l'on a. Et vous voyez, il avait le crâne bas, le fond fuyant, un buisson brûlé dessus des orbites, des pommettes saillantes, parce que ces malaires sont en façade, une face prognate, avec 100 mentons, large d'épaule, on a des clavicules, large de hanche, iliaque. Et sa taille, d'après les os longs, était de 1,64 m, donc il n'était pas trop petit, pas très grand, taille moyenne. Mais après, finalement, il avait belle allure. D'ailleurs, souvent, je me promène dans le musée en été quand il y a beaucoup de monde, et j'écoute ce que les gens disent, et les dames disent « il devait être viril, celui-là ». Voici l'homme de Tautavel portant son mouflon à la grotte. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que tous les petits animaux, enfin petits, les cerfs, les mouflons, les rennes, étaient amenés entiers dans la grotte. Par contre, il y a tout le squelette. Par contre, les chevaux, les bisons, ils étaient amenés par quartier. Et les éléphants, alors très peu, on a très peu d'os d'éléphants, ils devaient apporter des blocs de viande. Voici l'homme Tautavel, une sculpture d'un sculpteur tautavelois, André Borde, dans sa grotte. Et voici l'homme de Tautavel, le paysage reconstitué. Alors, on a voulu faire un paysage qui date de 440 000 ans. La plaine de Tautavel est occupée par la steppe. Il y avait la ripiscive, quelques arbres au bord de la rivière, quelques sapins dans les zones bien abritées. Et puis les hommes, alors les femmes et les enfants dans la grotte, et puis les hommes qui ramènent le gibier, le mouflon. Alors là, je me suis disputé avec mon dessinateur. Il voulait ajouter un feu avec une fumée qui montait au ciel. Je trouvais que ça faisait mieux. Bon, je n'ai pas voulu parce que à Tautavel, dans les couches dont là j'ai compris entre 700 000 et 400 000 ans, on n'a jamais trouvé ni os brûlés, ni charbon de bois, ni cendre, quoique les cendres peuvent se décarbonater facilement, ni pierre éclatée par le feu. Par contre, au-dessus d'un plancher stalagmitique qui est bien daté par beaucoup de datations de 400 000 ans, on trouve à tous les niveaux des os brûlés, quelques charbons de bois, quelquefois des pierres éclatées par le feu, et à partir de 200 000 ans, beaucoup de cendres, beaucoup de charbon de bois. Il y a 3 périodes. Avant 400 000 ans, l'homme, à Tautavel en tout cas, n'utilisait pas le feu. Entre 400 000 et 200 000 ans, il l'utilisait occasionnellement. Et à partir de 200 000 ans, le feu était omniprésent dans l'univers humain. Voici la fiche du chantier du musée de préhistoire de Tautavel. Alors, si vous venez un jour dans les Pyrénées-Orientales, prenez l'autoroute qui va de Narbonne à Barcelone ou à Perpignan. À un moment donné, sur la route, vous voyez un panneau, Tautavel, moins 450 000 ans, prochaine sortie. Et on trouverait le musée. Alors voici l'équipe de fouilles. Un jour où d'ailleurs le prince de Monaco était venu nous voir. Ici, l'équipe du chantier devant le crâne de l'homme de Tautavel. L'équipe du laboratoire. Je vous remercie.